Bienvenue dans Malbarré, le podcast qui plonge dans les débuts des startups lyonnaises. Chaque épisode, on donne la parole à des fondateurs ou experts growth qui ont transformé leur galère en succès. Ici, on parle sans filtre des premiers pas, des premières victoires et parfois des moments où tout semblait mal barré. Salut Johan. Salut Sacha. Tu vas bien? Super bien. Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Franchement, merci à toi parce que j'avais trop hâte en vrai de parler de balade parce que je trouve le projet très cool, très novateur et je pense qu'on a plein de choses à se dire. On est dans Malbarré, donc le but c'est de parler des débuts des projets, donc vraiment les prémices. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire grandir ton projet? Mais aussi les moments où il y a eu un peu plus de galère. Donc, n'hésite pas à nous partager des petites anecdotes. Niveau galère, je vais avoir plein de choses à dire. Ok, trop bien. T'es au bon endroit. Et déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, mais sans parler de ton projet? Ok. C'est marrant comme question. Ouais, que vie perso. Ok. J'ai découvert un terme il n'y a pas longtemps, c'est slasher. Donc, je suis Johan et j'aime faire plein de choses différentes. Lyonnais d'adoption, savoyard d'origine, très important pour moi de le dire. Je suis un petit peu fatigué ce matin parce que j'ai un peu fait des excès hier soir. Et voilà, je suis ravi d'être là, passionné par l'entrepreneuriat, la créativité au sens large. J'ai 2 enfants. Et voilà. Tu as co-créé Balade Club, qui sont des espaces de coworking, mais augmentés. Tu vas nous définir un petit peu ce que c'est. Et là, à nouveau, un challenge. Il faut pitcher ta solution, ton produit, donc Balade, mais en moins de 30 secondes. Ok. Ah ouais. Surtout pour Balade. C'est challenge sur challenge. Ouais. Tu commences bien. Ok. Effectivement, cofondateur de Balade Club. Balade Club qui est une offre de coworking augmenté. On parle de coworking parce que nos abonnés ont accès à plein d'espaces de travail. Et on parle de augmenté parce qu'ils ont aussi accès à plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces types d'offres, comme des véhicules, des maisons de campagne et plein d'autres choses au service de leur bien-être et de leur vie professionnelle. T'as bien pitché. Moins de 30 secondes. Franchement, je vais la retenir celle-là parce qu'à chaque fois qu'on me demande de présenter Balade, c'est compliqué. Voilà. Du coup, efficace. Il y a qui derrière actuellement dans le projet? Vous êtes une équipe de combien? Alors, on est une équipe en opérationnel, on est une équipe de 5 personnes. Donc, Amaury, mon associé, Jessica, qui est city manager, Benoît, qui est un peu le référent de la communauté Balade Club. Ensuite, il y a Lorena, qui est sur tous des aspects logistiques, de gestion des lieux et autres. Et voilà. Pour revenir un petit peu au début de Balade, parce qu'il y a quand même une histoire derrière. Ouais. Anciennement, pour les Lyonnais, ils vont reconnaître, avant c'était Sofa. Ouais. Sofa Terreau, Sofa Guillotière. Ouais. Et si on revient du coup au début de Balade, comment t'es venue l'idée du projet? Est-ce que c'est un truc que tu réfléchis depuis longtemps ou vraiment ça t'est venu comme ça et t'as saisi l'opportunité? Ouais, alors non, c'est pas du tout un projet qui est réfléchi de longue date, pardon. Mais par contre, c'est un projet qui est expérimenté sans le savoir de longue date. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on expérimente des choses, qu'on ouvre des lieux sur des sujets justement de future of work, de la façon dont on peut bosser, sur les grandes mutations, en tout cas sur ces sujets-là. Donc on a ouvert des lieux, effectivement, Sofa, c'est ce que tu disais, qui étaient des cafés coworking. Et ensuite, on s'est un peu laissé porter par nos intuitions et on a essayé d'autres choses, comme par exemple ouvrir une maison de campagne dans la Drôme en essayant de créer des passerelles entre monde rural, monde citadin et de voir comment les travailleurs et la communauté qu'on avait sur Lyon pouvaient s'approprier un lieu comme ça. On avait aussi investi dans des équipements partagés comme des appartements par exemple à Paris en se disant comment la communauté lyonnaise peut avoir besoin d'un appartement de temps en temps pour aller à Paris. Et bref, à force d'expérimenter sur différents sujets comme ça, on s'est dit en fait il faut qu'on arrive à relier cet écosystème qu'on a commencé à créer. Et c'est un peu ça la genèse du projet, la naissance de Balade Club, c'était plus de venir renforcer et relier plein de petites expérimentations qu'on avait pu avoir depuis des années. Ouais, ok, donc tout ça, tu le faisais dans le cadre de Sofa ou c'était d'autres sociétés à côté? Alors, c'était dans le cadre de Sofa, en tout cas administrativement parlant. Par contre, en termes de communication, il n'y avait pas forcément de lien. C'était plus des projets annexes et on n'avait pas forcément de communication sur ces sujets. C'était vraiment interne, quoi. Ouais, je pense que c'est important de remettre un peu de contexte sur tout ça, sur Sofa et tout, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'offre de Balade, elle est quand même assez complète. Il y a plein de choses. Et du coup, je voulais avoir ta vision sur comment tu as connecté tout ça. Donc, tu en as répondu en partie. Et du coup, donc à ce moment-là, tu t'es dit, OK, on a testé plein de choses. Ça répond plutôt bien parce que du coup, tu t'es dit, on va lancer une offre qui va regrouper tout ça. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour créer Balade? Ouais, et en fait, au début, pour nous, la naissance de Balade, c'était quelque chose de sur le papier très facile. Dans le sens où on a déjà les lieux, on a déjà pas mal d'équipements.
comme je te le disais, on se dit on va juste entre guillemets relier tout ça. Donc pour nous, le projet semblait assez facile à lancer. Et en fait, on s'est aperçu que pas du tout. Parce que la réalité, c'est que il faut quand même opérer tout ça, il faut quand même gérer tout ça. Et en fait, il y a tout de suite une brique technique qui est venue, dans le sens où il faut une application mobile pour réserver les lieux, pour y accéder, pour ouvrir les portes et ainsi de suite. Et ça, rien que cette brique peut paraître toute simple, mais la réalité, c'est que de pouvoir réserver plein de typologies d'équipements très différents, certains à l'heure, certains à la journée, certains à la nuitée, certains sur plusieurs jours, en fait, rien que ça, pour nous, ça a été très complexe, d'autant que on venait on était des gestionnaires de lieux, on venait pas de la tech, c'était pas notre expertise. Donc ouais, déjà, première chose à faire pour lancer Balade Club, finalement, c'était rajouter cette brique technique sur les lieux qu'on avait déjà. Et du coup, sur le côté tech, tu as fait comment? T'es passé par un prestataire pour qu'il te développe l'application? Alors oui, mais on l'a fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que on a commencé vraiment à essayer de réfléchir au projet, enfin au début sans la tech, c'est-à-dire limite sur des bouts de papier pour voir comment pouvait s'articuler tout ça. Ensuite, on a développé une solution no-code avec un prestataire, effectivement, mais la plus légère possible pour pas investir trop et pour déjà comprendre et voir les besoins. Et ensuite, une deuxième phase où toujours avec un prestataire externe, là, on a créé une web application et avec un petit peu plus d'ambition et un peu plus de fonctionnalité. Et on sait d'ailleurs qu'on va devoir continuer à développer, à avoir une nouvelle version et ainsi de suite. Ouais, c'est vrai que tu relèves aussi un bon point parce que on a quand même ces lieux qui sont très forcément physiques parce qu'on Ouais. parle de lieux physiques, Mm. mais en même temps, l'expérience balade, elle passe forcément, comme tu as dit, par cette application. Ouais. Du coup, toi, tu gères en même temps ce qu'on peut appeler un SaaS, tu vois, Ouais. mais en même temps aussi des lieux physiques. Donc, tu as la Exactement. double casquette. En fait. Exactement. Et c'est d'ailleurs un de nos plus gros challenges. Parce que, encore une fois, on n'est pas, contrairement à pas mal de startups qui sont tech par nature, nous, on a été dans l'obligation de rajouter cette brique tech sans que ce soit dans les expertises des fondateurs, quoi. Ouais. Donc c'est un vrai challenge, hyper intéressant, mais c'est un vrai challenge. Donc, une fois que tu as eu on va l'appeler ton MVP, Ouais. tu as lancé du coup cette première application que tu as pu proposer du coup aux abonnés Sofage, Ouais. j'imagine. Ouais. Et du coup, tu as fait quoi après pour lancer le projet? Alors du coup, après, notre idée, c'était de très très vite mettre en test. Et du coup, pour vite mettre en test, il faut vite des abonnés. Donc on a essayé déjà de convertir un maximum du réseau qu'on pouvait avoir grâce à Sofa. Et ensuite, de très vite mettre en test, de très vite mettre des équipements, de très vite essayer d'avoir des retours. Parce qu'en fait, le coworking, on connaît. Le coworking augmenté, on est en train de le créer finalement avec ce qu'on propose. Et on n'avait pas de certitude ni de recul sur un business model existant. Et comme en plus, il y a une logique de presque à volonté, c'est-à-dire que nos utilisateurs peuvent utiliser à volonté tous ces équipements avec un principe de modération, mais quand même à volonté. Trouver son business model, son point de rentabilité, réussir à faire en sorte que on ait un point d'équilibre financier qui permet d'assumer les lieux, mais aussi que les lieux ne saturent pas et que l'expérience utilisateur reste intéressante. Ça, on n'avait aucun moyen de réellement le cadrer en amont. Et finalement, le seul moyen d'apprendre, c'était de tester. Et donc, du coup, ça a été ça la deuxième phase du projet, c'est de se dire, on met en test, on essaye des choses, on voit, on prend des retours, et après, on voit où se trouve notre business model, où se trouve notre point de rentabilité, et comment on peut optimiser ce qu'on est en train de créer, quoi. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait penser à cette gestion de tokens. Ouais. Parce que du coup, pour expliquer un peu aux gens, donc nous, on est utilisateur de balade chez 1144. On a un système de tokens qui commence avec un forfait avec 5 jetons. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est difficile à comprendre au début, c'est qu'on a l'impression d'avoir des crédits qui vont être consommés, tu vois, si je fais une réservation, par exemple, d'un coworking à la journée. Et du coup, j'ai perdu mes crédits. Mais là, vous, c'est différent. C'est-à-dire que tu bloques tes crédits à la journée et tu le récupères le soir. Ouais. Et ça, je le vois dans les yeux des gens quand je l'explique, Ouais. ils font « Ouais, mais comment ça marche et tout ?» Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ton approche par rapport à ça? C'est quoi l'idée? Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. C'est en fait cette histoire de jetons, c'est à la fois dans l'usage hyper intéressant et très stratégique pour nous, et à la fois en termes de communication hyper complexe et À expliquer, à expliquer. ouais. Et même moi, après 2 ans, je te cache pas que je sens aussi dans le regard des gens, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire avec ces jetons. Mais c'est illimité, Ouais. mais je C'est fais ça. ce que je veux. Et alors, non, en fait, si tu veux, quand on a lancé l'offre, on n'avait pas ce principe de jetons. On était vraiment dans du full illimité. Chacun utilise autant les équipements et un peu premier servi, enfin, premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que tu bookais
Ouais, Et du coup, c'est bon, les autres ne pouvaient pas booker derrière. exactement. En tout cas, notamment sur les hébergements, les choses comme ça. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait besoin de modérer tout ça et qu'il fallait une gestion pour qu'il y ait, ne serait-ce qu'il y ait assez de roulement pour que tout le monde soit satisfait et qu'il n'y ait pas une personne qui bloque tous les équipements tout le temps, par exemple. Mais on avait quand même cette volonté de rester presque à volonté. Aussi pour une raison, c'est que vu qu'on opérait des lieux depuis longtemps, on était conscient qu'il y avait des temps d'inoccupation de ces lieux qui étaient énormes. C'est-à-dire que quand tu as une maison d'hôtes, quand tu as un coworking ou même quand tu as un véhicule, les temps d'inoccupation sont énormes et tu payes quand même tes charges à la fin du mois. Donc l'enjeu, c'était de se dire, il faut qu'on trouve une mécanique qui permet aussi de remplir les temps d'occupation, parce qu'on préfère qu'il y ait quelqu'un dedans que personne dans tous les cas. Et donc du coup, ce principe de jeton, il est un peu là pour ça. Donc je rappelle le principe des jetons qu'on a, c'est qu'en fait, tous nos abonnés ont un certain nombre de jetons à leur disposition, plus ou moins suivant leur abonnement. Dès qu'ils vont réserver un équipement, ils vont bloquer un nombre de jetons et ils vont récupérer leurs jetons dès que la réservation est passée. Donc finalement, ces jetons, ils viennent plutôt cadrer l'usage plutôt que de limiter l'usage. C'est-à-dire que si tu réserves à chaque fois en dernière minute, tu vas pouvoir réserver plein d'équipements sur le mois parce que vu que tu récupères tes jetons à chaque fois, tu as une force de réservation qui est très importante. Mais par contre, pour avoir la force de réservation la plus importante possible, c'est tu dois réserver en dernière minute parce que si tu réserves 2 semaines en avance, tu bloques tes crédits pendant 2 semaines. Et donc du coup, c'est là où pour nous ça devient intéressant, c'est que on vient encourager finalement le remplissage de temps d'inoccupation. Et c'est pour ça qu'on conserve ces jetons aussi. C'est pour essayer d'optimiser au mieux l'usage des lieux sur des plages horaires les plus larges possibles et de remplir aussi des temps d'inoccupation de dernière minute. C'est vrai que c'est hyper smart comme approche et du coup, nous, on le voit, bah, typiquement, ce que tu as dit, c'est que à part quand on a vraiment des grosses deadlines comme aujourd'hui où on sait qu'il Ouais. faut qu'on bloque la salle, Ouais. on va bloquer. Par contre, bah, c'est rare qu'on réserve, tu vois, une semaine à l'avance une salle C'est ça, parce que bah, on se dit, on verra ce qui va tomber, je regarde sur l'application ce qu'il y a et je réserve. c'est ça. Et du coup, tu as senti la différence quand tu as mis en place quand tu es passé de ce système illimité et de jetons. Vous êtes satisfait du coup de ce système? Bah écoute, c'est ce que je te disais au début, c'est que en fait, on est satisfait dans l'usage, mais ça complexifie énormément la façon d'expliquer le projet. Donc du coup, en termes de communication, on n'est pas pleinement satisfait. En termes d'usage, c'est bien, mais ça, c'est pareil. On trouve que c'est hyper intéressant en tant qu'utilisateur parce que voilà, quand tu l'as en main, quand tu utilises l'application et que tu as ces jetons, c'est chouette. Par contre, c'est pareil, on parlait de business model avant. C'est très compliqué de comprendre ton business model parce que finalement, chaque personne a une force de réservation différente, tu vois, et de remplissage différente des lieux. Quelqu'un qui fait que de la réservation de dernière minute va pouvoir réserver plein d'équipements. Donc, du coup, pour comprendre ton business model, c'est pas de l'achat-revente, tu vois, on sait pas. Donc, c'est à la fois intéressant et à la fois, ce principe de jeton représente un vrai challenge pour nous sur plein de sujets de communication et de business model. Si on reste sur cet aspect business model, comment tu as vu ton approche où tu t'es dit, bah, ok, je passe aux jetons. Comment je définis qu'il y en a 5? Parce qu'il y en a 5, 50, et après, Ouais. je crois que c'est 150, c'est ça? Exactement, 130. 130. Ouais. Et du coup, comment tu t'es dit, je vais en définir 5 Ouais. et après 50? Comment tu as défini ces ratios? En fait, alors ça, c'est un vrai travail qu'on a fait aussi avec Amaury, mon associé, qui est lui encore, qui est plus que moi sur des sujets de modèle économique, parce que moi, je suis quand même plus sur des sujets de vision et de communication. Mais donc, c'est un vrai travail qu'on a fait ensemble. Au début, on l'a fait un peu de la même façon qu'on a lancé Balade Club, c'est-à-dire que vu qu'on n'avait pas de précédent sur lesquels s'appuyer, on l'a fait, on a testé, exactement. Et sur la valeur d'un jeton, on a quand même essayé de rester cohérent. En fait, si tu veux, donc tous les abonnés Balade Club peuvent utiliser leurs jetons, mais s'ils n'ont plus de jetons, ils peuvent payer en euros les équipements. Ouais. Et donc, du coup, on a essayé de mettre une valeur de réservation qui reste cohérente avec les prix du marché si tu n'utilisais pas tes jetons. Ouais. Et ensuite, on a juste décomposé ça et on s'est dit, ce prix-là, on dit qu'un jeton, par exemple, c'est 5 euros et on fait le ratio entre ce prix d'équipement et les jetons la valeur du jeton qu'on a mis en face. Ok, je vois. Je sais bien. pas si c'est très clair, mais... Non, c'est hyper clair et c'est vrai qu'au moins, comme tu dis, cette histoire de prix, au moins tu peux te référer à quelque chose. Ouais. Alors que sinon, bah, comme tu dis, c'est toi qui crée l'offre, c'est toi qui crée du coup la valeur en fait du jeton. Du coup, c'est compliqué si tu n'as pas de comparaison, on va dire. Exactement. Donc là, c'est le lancement, tu as commencé à tester l'application. Tu nous as parlé aussi de la partie communication. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé au début? C'est quoi les premières briques que tu mets en place pour justement présenter ton offre? Ouais. Surtout avec l'enjeu, comme tu dis, où
il y a quand même un aspect évangélisation où il faut que tu présentes cette nouvelle offre qui arrive sur le marché. Ouais, tout à fait. Là, il y a plusieurs réponses. Alors déjà, souvent, surtout au lancement du projet, on s'appuie sur les compétences qu'on a en interne. Et les compétences qu'on a en interne, nous, c'est plutôt des compétences qui vont être liées à la création d'un ADN de marque, mais pas forcément dans de l'acquisition. Donc du coup, les premières choses qu'on a mis en place, c'est plutôt de se dire, on essaye de faire un territoire de marque qui est un peu sexy, qui donne envie, et qui va où on est plutôt dans une démarche de se dire les gens vont venir à nous du coup par curiosité ou parce qu'ils trouvent l'ADN de marque sympa, mais tout en sachant que on a quand même passé 1 an et demi, 2 ans à être très confidentiel dans notre façon d'être, aussi parce que, c'est ce qu'on disait juste avant, on n'avait pas encore compris notre modèle. Et d'ailleurs, on est toujours en train d'essayer de le comprendre et de le créer. Donc de se mettre tout de suite dans une posture d'acquisition en se disant faut faire de la croissance à tout prix, on l'a pas fait parce qu'on n'était pas en capacité d'accueillir ces personnes et on n'était pas, nous, certains du modèle économique qu'on était en train de créer. Donc on est resté assez confidentiel pendant 2 ans et on n'a pas fait spécialement d'action d'acquisition. Ça me fait sourire parce que du coup, je vois un petit peu la période pendant laquelle c'était. Et justement, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'était beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Et en fait, moi, c'est quelqu'un qui m'a recommandé Balade. Et comme tu dis, déjà, premier point au niveau de l'identité, moi, quand j'ai vu du coup, le logo qu'on voit un petit peu derrière, ça t'intrigue. Tu dis, oh, c'est quoi ce truc? Déjà, je connais pas. C'est quelqu'un qui me le recommande. Quand il te présente l'offre, ça te paraît un truc de fou. Et du coup, ça marche en fait, votre stratégie de se dire on veut un univers qui soit bien marqué, mémorisable. Et pour le coup, quasiment 1 an après, quand j'ai voulu chercher des bureaux, j'ai pensé à Balade directement. Okay. Bon, super, ouais, c'est que ça a un peu fonctionne. marché. Ok. Ça fonctionne. Si on reste sur cette partie stratégie, du coup, comment tu vois donc toi les actions aujourd'hui que vous avez mis en place, comment tu gères aujourd'hui en termes de communication et comment tu verrais l'évolution aussi derrière? Alors, à l'heure actuelle, on est quand même toujours dans un peu cette logique de se dire on travaille sur la création de notre marque. Donc on continue à créer des contenus dans ce sens-là. On essaye vraiment aussi de renforcer l'acquisition naturelle dans le sens où on a beaucoup de recommandations de bouche à oreille. Et vu qu'on a une communauté qui grossit, c'est aussi un peu des ambassadeurs à chaque fois, nos abonnés, tu vois, qui peuvent Ouais. recommander ce qu'on fait, surtout s'ils sont satisfaits, forcément, ça fait une croissance organique. Et là, pour l'instant, ça reste notre premier levier de croissance. Le referral, du coup, le bouche à oreille. Le bouche à oreille et le parrainage, parce qu'on a mis aussi une offre de parrainage où chaque abonné peut parrainer quelqu'un. Il y a des avantages des deux côtés. Donc ça, c'est notre premier levier d'acquisition et c'est celui qui fonctionne le mieux. Par contre, on sait qu'on va rentrer dans une seconde étape du projet où là, on doit comprendre notre coût d'acquisition, par exemple. Donc du coup, essayer différents canaux d'acquisition. Comme je te le disais tout à l'heure, en plus, ça ne fait pas partie des savoir-faire des cofondateurs. Donc du coup, là, il faut qu'on monte en compétences, il faut qu'on se fasse accompagner, il faut qu'on teste des choses. Et c'est ce qu'on commence à faire. Tu vois, on a fait des salons, par exemple. On a essayé de faire du démarchage plutôt commercial sur LinkedIn, des choses comme ça. Donc voilà, on essaye pas mal de choses. Pas mal qui marchent pas d'ailleurs. Ouais. Mais d'ailleurs, tu as des retours par rapport à ça parce que du coup, on a communication sur Instagram où vous êtes plutôt actif. Ouais. Le podcast qui vient de sortir, mais du coup, je pense que c'est un peu trop tôt pour parler un peu des résultats. On n'a pas beaucoup de recul, pardon. Après, qu'est-ce qu'on a? On a du coup le referral qui est le plus gros. Et ça, ouais, tu as des conseils et justement des choses pour bien le mettre en place et pour montrer ce qui a marché pour toi? Quand tu parles de referral, c'est du coup le parrainage. Ok. En fait, ce qu'il y a dans le parrainage, ce qui marche de toute façon, c'est quand c'est même pas la méthode de parrainage finalement. C'est ce qui marche dans le parrainage, c'est quand quelqu'un est satisfait de ce que tu proposes, du produit, et qu'il a envie d'en parler et qu'il a envie que des personnes le rejoignent aussi parce qu'il considère que le produit est bon. Donc du coup, on met pas d'action spécifique sur ce sujet-là. Notre sujet principal, c'est juste de créer un produit qui répond à un besoin et que les gens soient satisfaits. Donc toute notre énergie, elle est juste sur ça, quoi. Après, par contre, sur d'autres sujets, sur des premiers retours sur les méthodes d'acquisition qu'on a pu mettre en place, on s'est par exemple rendu compte que le démarchage LinkedIn fonctionnait pas du tout. Enfin, le démarchage en règle générale, déjà parce qu'on s'adresse beaucoup à une cible de micro-entrepreneurs, en tout cas d'indépendants, et qui n'ont pas envie d'être démarchés. Et en plus de ça, on a une offre qui est nouvelle, où on doit faire beaucoup de pédagogie pour
pour expliquer ce qu'on fait, où on a en plus, nous, pas exactement trouvé notre discours. Donc, si en plus, tu arrives avec une offre très nouvelle, un peu dure à comprendre et d'une façon démarchage un peu frontal, ça renforce encore ce truc de c'est quoi? C'est une arnaque? C'est quoi ce truc? Enfin, tu vois, donc dans notre cas, on s'est très vite rendu compte que c'était pas du tout une voie à suivre, quoi. Juste pour finir, pareil sur cette partie acquisition et sur le parti parrainage, comme tu dis, et je te rejoins totalement, c'est que déjà les utilisateurs sont fiers de partager l'app. Et en plus, il y a encore une autre chose, c'est que si tu parraines quelqu'un, tu vois, c'est pas comme si tu vas parrainer sur un outil particulier et après le mec, tu le revois plus, enfin, il va l'utiliser de son côté. Là, si tu parraines quelqu'un, bah, potentiellement, il va venir dans le même espace de coworking que toi. Donc, si ça lui plaît pas, tu vois, il va te dire, bah, là, franchement, je suis pas d'accord et tout, c'est quoi Ouais. ce truc que tu m'as proposé? Ouais. Donc, ça, c'est quand même bah, ça prouve que votre offre, elle plaît. Mm. Mais tu as quand même une stratégie où, du coup, je pense que je peux dire les chiffres, mais en gros, c'est on a 50 € pour le parrainer, Oui. donc la personne qu'on parraine qui va venir à Ouais. balade. Ouais. Et pour nous, on a, je crois que c'est 5%, c'est ça, sur le forfait. Ouais. Et ça, pareil, comment tu définis ça? Est-ce que toi, tu trouves que pour l'instant, ça fonctionne bien? C'est une bonne méthode? Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, ouais, en fait, le filleul à 50 € de réduction sur son premier mois. Ouais. Si jamais il prend la première offre qu'on a d'entrée dans la communauté qui est à 29 €, du coup, il a le premier mois offert. Donc, ça reste un vrai avantage. Et pour la personne qui parraine, en fait, il a 5% du montant mensuel de son filleul, Le filleul, ouais. mais sur toute la durée de vie entre guillemets, en tout cas sur tout le long où son filleul restera abonné. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il a un intérêt immédiat à le parrainer, mais aussi un intérêt à ce qu'il reste. Ouais. Parce que s'il reste pas, il a plus cette Ouais, c'est réduction. ça. Et donc ça, c'est intéressant. Et en plus de ça, je rebondis un peu sur ce que tu disais avant, c'est-à-dire que effectivement, toutes les personnes qui parrainent, elles ont certes cette envie de peut-être d'avoir une réduction, mais au-delà de ça, beaucoup de personnes viennent chez Balade Club aussi pour rencontrer pour avoir des interactions professionnelles, pour rencontrer des savoir-faire, pour rencontrer des collaborateurs, des clients et ainsi de suite. Donc de toi coopter et faire venir des personnes avec qui tu as envie de bosser, c'est hyper cohérent parce que tu sais qu'en plus ça va être bon pour ton business, pour ton activité. Donc tu as d'autant plus envie de parrainer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un cercle vertueux que C'est un cercle tu mets en vertueux. place. Tu te crées aussi ton écosystème idéal autour de toi en faisant ça. Ouais, carrément. Non, autre question, c'était par rapport aussi, il y a d'autres éléments que tu as mis en place. Et notamment, moi, ça me parle parce que c'est aussi un truc qui a enlevé des freins pour moi, passer à l'abonnement de balade. C'est aussi justement cette notion de sans engagement. Et il y a le sans engagement qui déjà est plutôt bien pour un coworking. Et en plus, tu as un système de prorata. C'est-à-dire que moi, je me souviens à l'époque, on arrive, on vient de créer la société, on n'a pas beaucoup de budget, et du coup, on arrive fin du mois, au milieu du mois, je sais plus. Et du coup, Benoît nous explique que bah, y a un prorata, donc dans tous les Sur le cas, si premier tu mois, viens, tu ouais. perds pas d'argent. Ouais. Et du coup, ça, pareil, c'est une stratégie que vous réfléchissez en amont. Et est-ce que tu as eu des bons retours par rapport à ça? Tu sens que ça a fait la différence? Ça, on l'a juste mis en place parce qu'on tient vraiment à avoir un produit qui, en gros, qui se fout pas de la gueule de son client, en fait. Et en fait, tu payes pour ce que tu consommes effectivement. Et du coup, ça, c'était important pour nous d'être faire un peu dans notre relation à nos clients et de pas essayer enfin, là, de rester cohérent et d'avoir un produit dont on est fier, quoi. Et ensuite, sur l'autre sujet, qui est l'engagement, au début, on avait mis un engagement qui était un engagement de 6 mois parce qu'on considérait que ça pouvait pas être viable d'offrir entre guillemets tout ça dans notre offre sans être certain que les personnes allaient rester. Et en fait, on a pris un peu de recul sur la situation. Certains de nos associés nous ont aidés aussi à prendre du recul sur cette situation en disant mais vous êtes sûr de votre produit, les gens sont satisfaits et l'engagement freine l'acquisition. Donc en fait, pourquoi demander de l'engagement? C'est presque juste pour se rassurer, mais la réalité c'est qu'en fait, les gens quand ils sont là, et maintenant en plus on a le recul, les abonnés, on a très peu de churn, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits. Et en plus, du moment qu'on a enlevé l'engagement, on a fait beaucoup plus d'acquisitions, mais enfin, on a multiplié par 2 facilement parce que en plus, on s'adresse à des personnes qui sont certains qui lancent leur activité ou en tout cas qui ont des petites structures, qui sont freelance, qui sont micro-entrepreneurs, de dire à ces personnes engagez-vous sur 6 mois, c'est Ouais, une ça fait forme mal. d'incohérence en fait. Et en plus, nous, dans une philosophie, un modèle où on prêche en gros le mouvement, la mobilité, où on est conscient que tes besoins d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain,
c'est notre philosophie et d'un autre côté, on demande un engagement. Donc il y a une forme Ouais, d'incohérence ça va même dans dans le l'offre, message, ouais. dans le message. Dans le message, tu restes sur la même lignée. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est que ça rejoint un peu avec le referral, c'est que si tu es sûr du produit, bah, la personne, elle se dit derrière, ouais, bah, eux, ils ont confiance, donc c'est Ouais. sûr que je peux aller tester. Mm. Et au pire, j'ai rien perdu, j'ai testé. Exactement. Et la preuve en est, nous, on n'a toujours pas de churn, donc ça fonctionne Et aussi. j'espère que vous n'allez pas churn, Non, attention. non, on reste. Si on arrête tout de suite le podcast. Est-ce que tu as des métriques à nous partager? Du style, bah, du coup, c'est combien d'utilisateurs vous avez actuellement? Justement, tu as parlé du churn, c'est toujours intéressant de savoir si tu as la notion, enfin, si tu as le chiffre en tête au niveau du churn. Et si tu as d'autres métriques aussi que tu suis, et pareil, ça c'est plus la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu suis toi comme métriques prioritairement? Ok. Alors, des métriques que je pourrais vous partager. Donc là, en nombre d'abonnés, on n'est pas loin de 200 abonnés, un petit peu moins. Ouais. En nombre de clients, on est moins, on doit être à 130 clients parce qu'en fait, on a aussi, en gros, un client peut avoir plusieurs abonnements. Notamment, une entreprise peut avoir un compte et prendre plusieurs abonnements. Donc, il y a une différence entre abonnés et clients. Donc, on a 130 clients, ce qui représente un peu moins de 200 abonnés. Et ensuite, un des métriques qu'on suit le plus, c'est notre MRR. Donc, c'est vraiment les revenus générés mensuellement Ouais. par vraiment la partie abonnement et sans compter l'upsell et ces sujets-là, parce que c'est vraiment ça qui rapporte un peu de la santé de notre activité et en plus, c'est notre cœur de business. Donc, ça, on le regarde tous les jours et tout le temps. Et ensuite, en termes de churn, ça, j'ai pas en tête. On a un churn vraiment très faible. On doit être à 3% de churn. Ok. Voilà. Ok, hyper clair. Voilà. Et en plus, à chaque fois sur du churn, notre vrai enjeu, au-delà du nombre de churn ou du pourcentage de churn, c'est les raisons, l'important. Et en fait, du churn, vu la cible qu'on a, on en aura toujours. Parce qu'en fait, comme on le disait, on s'adresse aussi à des personnes en création de société, à des indépendants, des personnes qui sont très mobiles. Donc, des personnes qui déménagent, qui changent d'activité, qui ont une baisse d'activité, forcément, elles ne peuvent plus forcément se permettre de conserver l'abonnement. Donc, on sait les raisons du churn et on sait qu'il n'est pas lié à une insatisfaction du produit. C'est surtout ça, pour nous, l'important. Ouais, et du coup, tu as le cas où des gens se désabonnent justement par rapport à ce qu'on disait au niveau du zéro engagement. Par exemple, l'été, il me semble que j'avais Ouais. parlé avec Benoît qui disait que l'été, il y avait beaucoup moins de personnes parce que juste ils mettaient en pause, ils sont pas là Ouais. pendant 2 mois. Ouais. Et après, ils se réabonnent. Ça t'arrive souvent? Ouais, ça nous arrive très souvent. Alors déjà, on a beaucoup de personnes qui se désabonnent et qui se réabonnent à un moment. Ouais. Pour ce que je te disais avant, tu vois, changement d'activité, où ils prennent une mission dans les locaux d'un client pendant 2 mois, donc ils se désabonnent, ils reviennent après. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont réellement satisfaits. Quand tu as du churn qui n'est pas vraiment du churn, du coup, parce qu'ils reviennent, c'est un métrique intéressant. Et ensuite, effectivement, l'été, par exemple, on a beaucoup de personnes qui downgradent leur abonnement ou alors qui carrément le désactivent. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on veut, nous, rester cohérents dans notre produit, on veut qu'il soit réglo, mais c'est clairement pas une bonne nouvelle pour nous l'été et ça complique clairement le business, tu vois. On a une vraie baisse d'activité et du coup, une vraie baisse de notre MRR, ce qui est problématique pour nous, compréhensible pour nos clients, mais problématique à gérer pour nous. Ouais, et du coup, au niveau de ce churn, peut-être que toi, ça a plus de logique de le regarder du coup sur l'année si tu sais qu'il y a Ouais. beaucoup de saisonnalité. Exactement. C'est ce que vous faites, vous le drivez comme ça? C'est ce qu'on fait, exactement. Ouais. On le regarde sur l'année et il faut impérativement que dans la gestion de nos métriques et de nos prévisions à l'année, on prenne en compte ce churn potentiel l'été, quoi. Pareil, du coup, sur la partie données, c'est hyper intéressant parce que du coup, là, il y a eu une augmentation des tarifs des abonnements, justement par rapport à ce que tu disais, tous ces enjeux de business model, Ouais. de réussir à trouver son pricing, qui est pas évident. Et du coup, nous, il y a une chose qui nous a étonné avec Damien, c'est qu'on a reçu du coup un mail de toi en personne qui disait je vais vous partager aussi les rapports financiers de la boîte. Et je trouvais la démarche vraiment très bien. Et c'est quoi ta vision avec ça? C'est quoi l'enjeu de faire ça? Ouais, ben, effectivement, tout à l'heure, on échangeait un peu et je te disais que on était en train d'essayer de comprendre notre business model, qu'on n'avait pas de précédents sur lesquels s'appuyer. Et donc, du coup, dans ce temps d'expérimentation, on est arrivé il y a quelques temps à à la conclusion qu'on avait sous-évalué le prix de nos abonnements et que ça ne nous permettait pas d'atteindre l'équilibre financier. Et donc, du coup, une fois que tu es face à ce constat, tu as deux façons de faire. C'est où tu changes juste du jour au lendemain tes tarifs d'abonnement, tu les mets à un prix cohérent et c'est à prendre ou à laisser pour tes clients. Mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas le faire comme ça. Parce qu'en fait, on crée aussi une communauté. Les personnes, enfin les clients, nos abonnés,
ont besoin aussi de comprendre ce qu'on est en train d'essayer de faire, de comprendre aussi les galères qu'on rencontre, parce qu'on en rencontre, et de comprendre pourquoi on met en place certaines actions. Et donc, du coup, on s'est dit que maintenant, tous les mois, on allait mettre à disposition de notre communauté, de nos abonnés, un rapport financier qui leur permet de comprendre de façon très lisible ce qui rentre et ce qui sort dans Balade Club. Je parle financièrement parlant, c'est-à-dire tout ce qu'on gagne, enfin tout ce qu'on fait rentrer mensuellement, mais aussi tout ce que les lieux nous coûtent et toutes les charges qu'on peut avoir. Ouais, Pour d'ailleurs, qu'ils- pour expliquer, parce que du coup, moi, j'y ai accès aussi forcément, on voit vraiment du coup, les gens qui sont abonnés, les upsells. Il y a vraiment un niveau de détail qui est quand même assez intéressant. Et comme tu dis, du coup, tu as tout ce qui rentre, tout ce qui sort, le détail. Et Exactement. je trouve ça hyper clair en fait. Ouais. Et c'est hyper important pour nous parce que c'est aussi ça faire communauté. C'est-à-dire que c'est cette transparence, c'est Ouais, une façon de dire à nos abonnés, ben, on co-construit quelque chose aussi, en fait. Certes, c'est notre société, on impulse quelque chose, mais la réalité, c'est qu'en fait, l'aventure, elle est commune, quoi. Et donc, du coup, ce rapport financier, il permet de justifier s'il y a une augmentation, de dire, mais l'augmentation, elle est pas là pour que nous, on s'enrichisse plus. Elle est là pour qu'on crée un modèle collectif qui fonctionne. Et on espère aussi qu'à terme, ce rapport financier permettra autre chose. C'est quand ce sera dans l'autre sens. C'est quand le modèle économique sera viable, qui dégagera plus de revenus, plus de marge, où on sera en capacité de dire aussi, là, on peut rajouter des équipements. Peut-être qu'on peut voter collectivement pour ces équipements. Donc, le rapport financier, il n'est pas que pour justifier des pertes et une augmentation. Il sera aussi là demain pour montrer quand il y a des bénéfices que ça c'est contribue à bien, la ouais. communauté et que ça permet de rajouter des équipements. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu parlais un petit peu de tes galères tout à l'heure. Est-ce que du coup, d'abord, on va commencer. Est-ce que tu as des galères à partager ou justement que tu as rencontrées et qui maintenant sont plutôt résolues? Et après, Ok. on parlera un peu de tes galères du moment. C'est quoi les challenges? Euh, Elles sont pas totalement résolues, en tout cas, mais encore une fois, on commence à comprendre comment parler de nous. Parce que ça, en fait, ça a été une énorme galère qu'est-ce que c'est notre activité, tu vois? Comment on la décrit? Et à l'heure actuelle, on commence à trouver les verbatims et la façon de se présenter. C'est pour ça qu'on parle de coworking augmenté, où ça nous semble plus lisible. Donc ça, c'est pas une galère qui est totalement résolue, mais on est plutôt en bonne voie et on sent que le travail qu'on a fait depuis 2 ans d'essayer de comprendre ce qu'on était et comment on parlait de nous et la pédagogie qu'il y avait autour de ça commence à Ça fonctionner. avance, ouais. Ça avance. Après, nous, nos galères actuelles, elles sont plus sur des sujets de modèle économique et de financier. C'est-à-dire que au début, on testait les choses, on se permettait de faire quand même beaucoup d'actions à perte parce on est une start-up, on investit, on accepte le fait de perdre pour comprendre notre modèle, pour faire de la croissance, pour voilà. Là, maintenant, on est quand même dans une deuxième phase du projet où on commence à comprendre mieux les choses. Dans les choses qu'on comprend, on comprend notamment que l'acquisition va quand même moins vite que ce qu'on aurait pu penser. Mais ça, c'est structurel. C'est pas parce que, enfin, c'est juste qu'en fait, ça prend du temps de convertir les abonnés. Et donc, du coup, notre galère, et c'est pas une galère, mais en tout cas, notre travail premier, c'est d'atteindre la rentabilité. Et tu as deux façons de l'atteindre. C'est en tout cas d'atteindre l'équilibre. Et tu as deux façons de le faire. C'est où tu fais énormément de croissance, ou alors tu réduis tes coûts opérationnels et tes charges. Et donc, du coup, comme on a compris que la croissance était plus longue que prévu, on est quand même dans une phase où on doit forcément énormément essayer de réduire nos coûts de fonctionnement tout en gardant un produit qui est attractif, qui est sexy, qui fonctionne, qui satisfait nos clients. Donc, ça, c'est notre enjeu et notre galère première en ce moment, c'est réduction des coûts, atteinte de l'équilibre financier. Sans ça, de toute façon, on sait qu'il y a plus de projet, quoi. Et surtout vu la conjoncture actuelle. Ouais, ok. Ok, hyper clair. C'est quoi ta vision pour Balade? On va dire déjà dans un futur assez proche, l'année prochaine, comment t'imagines Balade? Ouais, Il y a quand même des choses qui bougent aussi, notamment avec Guillotière. ouais. Et aussi ta vision plus long terme, parce que comme on l'a dit, c'est quand même un produit assez novateur. Mm, Vous êtes en train d'un peu de déblayer tout le marché pour justement imposer cette vision. mm. Du coup, ça, c'est cool. Mais comment tu verrais, toi, dans ton idéal, Balade dans quelques mois, dans quelques années? Alors ouais, il y a plusieurs temporalités. Déjà, dans quelques mois, j'espère voir Balade et je pense qu'on va y arriver. On fait tout pour à l'équilibre financier, ce qui permettra de continuer d'enrichir l'offre, de continuer cette dynamique hyper intéressante. Donc là, à 2 mois, il faut qu'on on atteigne l'équilibre financier. C'est presque notre seule et unique mission et on va y arriver, mais toutes nos forces sont déployées sur ce sujet-là. Ok.
Et ensuite, à plus long terme, notre vision, c'est déjà de s'affranchir un peu de l'aspect lieu et mètre carré. Parce qu'en fait, on le disait au début, on s'est appuyé sur nos lieux pour lancer Balade Club, mais on sait ça qu'à long terme, c'est pas viable. Ouvrir des lieux, ça prend du temps, c'est énormément d'opérationnel, c'est beaucoup de gestion. Donc la deuxième phase du projet, on sait qu'elle va beaucoup se faire avec des partenaires, en nouant des partenariats avec différents espaces en France et ainsi de suite. Donc ma vision plus long terme, c'est plutôt de se dire il va falloir qu'on aille vite dans la façon de nouer des partenariats, d'essayer d'en faire le plus possible, mais qualitatif dans toute la France, parce qu'il faut que Balade Club soit une offre nationale le plus vite possible. Il faut que très rapidement, quand tu es abonné Balade Club, tu as accès à un écosystème qui soit national et qu'on n'ait plus cette limite géographique où on est obligé de s'adresser quand même. Là, pour l'instant, on s'adresse plutôt à un écosystème lyonnais avec des équipements qui ne sont pas forcément que à Lyon, mais le gros de l'écosystème Ouais. Balade Club est à Lyon. Et ça, il faut qu'on soit nationaux et que l'offre soit nationale le plus vite possible. Ça me fait penser du coup vraiment au concept des salles de sport, tu vois, qui sont Mhm. arrivées des Basic Fit, des On Air. Ouais. Où au final, c'est un peu ça, tu sais que tu payes ton abonnement. Ouais. Forcément, tu vas avoir ta salle locale ou tes Mm. salles locales, mais tu sais que demain, tu peux aller n'importe où et Ouais. tu seras servi. Donc toi, c'est vraiment l'enjeu d'arriver à cette vision. Ouais, exactement. Exactement. Et en plus, on voit bien aussi que nos utilisateurs sont de plus en plus mobiles. On voit que même s'ils ne le sont pas quotidiennement, ils le sont intellectuellement. C'est presque un peu bizarre, mais le fait de te dire je peux aller là-bas si je veux, j'ai la possibilité de le faire, même si tu ne le fais pas, psychologiquement Ouais, parlant, tu sais que tu peux le faire. Et c'est un peu une des briques essentielles de ce qu'on propose aussi. Euh, donc ouais, c'est hyper important de renforcer cette offre et qu'elle soit la plus géographiquement large possible. ouais, c'est vrai. Et puis ça permet aussi, même sur le côté social, c'est que du coup, tu te dis, bah, peut-être que demain, comme tu dis, j'ai un espace qui est à Dijon, bah, j'ai pas forcément l'idée d'aller à Dijon, mais peut-être là, je vais me dire, ah ben tiens, genre j'ai envie d'aller visiter parce que je sais que j'ai l'opportunité de faire une Exactement. semaine de coworking là-bas. Exactement. T'ouvres aussi un champ des possibles. Et ça, ça par contre, c'est quelque chose une vision qu'on avait dès le départ dans la façon de créer Balade Club, c'est de se dire, on veut vraiment contribuer au bien-être, au développement de nos abonnés et que ce soit pas juste que ce soit pas que du marketing, quoi. C'est que concrètement, nos utilisateurs gagnent en qualité de vie et vie pro et perso. Et après, j'ai plus une question par rapport à ça, plus stratégique. Mais du coup, au niveau de ces partenaires, ça leur apporte quoi d'avoir un partenariat avec Balade? Tu vois, concrètement, un coworking déjà existant, ça Ouais. remplit des places? Ouais. Donc là, on est en train de le construire, ce modèle de partenariat. Donc, je ne peux pas répondre de façon hyper précise sur ça. Mais effectivement, en fait, si on parle que des coworking, parce que ça reste quand même une des briques premières de ce qu'on propose, des coworking, il y en a énormément en France. Énormément d'ailleurs qui sont magnifiques et qui sont super avec des communautés géniales. Donc, du coup, euh, vu qu'il y en a beaucoup, il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas forcément remplis. Donc pour eux, un des intérêts, ça va être aussi déjà financièrement de pouvoir louer plein de places à finalement comme un client. Parce qu'on sera d'une certaine façon leur client. Ouais, parce que du coup, ouais, c'est Balade le client, mais Exactement. le client final, c'est les Exactement. utilisateurs de Balade. Exactement. Et ensuite, l'autre intérêt pour eux, c'est tout l'aspect communauté dont on parle. C'est-à-dire que l'intérêt dans un coworking, c'est certes la qualité de l'équipement, de la position géographique, de l'esthétique, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi et principalement quand même les gens qui sont dedans et les interactions que tu vas pouvoir avoir. Donc du coup, d'avoir une communauté forte, dynamique, qui vient aussi enrichir cette vie dans différents espaces, c'est là aussi que c'est intéressant. Donc c'est aussi un des intérêts qu'ils pourront avoir. Tu m'as conquis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Aujourd'hui, il y a des appartes, parfois il y a des offres à Barcelone. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, tu me dis si je me trompe, mais à l'étranger. Mais pareil, est-ce que c'est un truc, toi, déjà, comme tu l'as dit, se concentrer sur la France, déjà essayer de craquer le game, on va dire, Ouais. sur la France. Et ensuite, est-ce que tu as une vision aussi à l'étranger ou pas du tout? En fait, ça, c'était très clair aussi pour nous dès le début. C'est que, en fait, déjà, on a une vision. On parle beaucoup de digital nomadisme. Nous, on a une vision de digital nomadisme local. C'est-à-dire que notre vision, on ne veut pas proposer à nos clients d'aller à Bali toutes les 2 semaines, tu vois. Pour nous, le nomadisme, il est local, c'est quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où est-ce que je vais aller bosser et non pas tous les 2 jours, je prends l'avion, tu vois. Et donc, du coup, on a quand même vraiment une logique d'impact, et notamment d'impact écologique dans ce qu'on propose. L'économie de la fonctionnalité, le fait de partager des équipements,
on a une raison d'être aussi à impact, dont impact écologique. Et donc, pour répondre à ta question, euh, oui, on souhaiterait avoir des équipements à l'étranger demain, mais des équipements accessibles en train. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un des premiers équipements qu'on a à l'étranger, c'est un appartement à Barcelone. C'est que Lyon-Barcelone, tu peux y Tu as aller la en ligne train. de train, Voilà. ouais. Donc voilà, étranger, oui, mais pas à l'autre bout du monde. Ça ne fait pas partie de notre ADN et on ne pense pas que ce soit la voie à suivre. Bah écoute, pour finir, j'ai 2 choses à te demander. Et la première, c'est est-ce que tu peux nous partager un moment mal barré du coup, où bah, tu as eu une grosse galère, pas forcément avec Balade, tu peux vraiment aller puiser dans toutes tes expériences, et tu t'es dit, et dans l'idéal, est-ce que ça s'est amélioré? Parce qu'il faut quand même un peu motiver les gens, tu vois, on va Ok. finir sur une note positive. Ok. Moi, le moment le plus mal barré pour moi, ça a été le début de ma vie entrepreneuriale et le début de ma vie professionnelle. Donc, c'est pas lié à Balade, c'est même pas lié à Sofa ou voilà. En gros, je suis devenu papa très jeune, j'ai arrêté les études très jeune et à 19 ans, quand mon fils est né, j'ai trouvé un travail de graphiste et 2 semaines ou 3 semaines après que j'ai débuté ce travail, mon employeur de l'époque est parti en changeant les serrures et du coup, j'avais plus de job, plus de salaire, mais administrativement parlant, j'étais encore embauché chez cette personne, donc je Ouais, pouvais rien faire, pas le droit au chômage, rien du tout, et je venais d'être papa. Et donc du coup, je me suis retrouvé dans l'obligation de monter une boîte. En l'occurrence, j'ai créé un studio de création graphique, mais pas par conviction entrepreneuriale ou par envie, mais parce qu'en fait, juste, j'avais pas le choix. Et pour survivre, j'étais bien obligé de me générer une activité, quoi. Et finalement, ça a été le point de départ de tout le reste. C'est grâce à ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert qu'au final, j'aimais bien ça. Et finalement, c'est ce qui a fait, ce qui a ruisselé sur tout le reste de ma vie, quoi. trop stylé. Et bah du coup, tu le remercies ton patron maintenant d'avoir changé les serrures. Bah, du coup, si je le recroise, ouais, je sais pas si je le remercierais ou si je lui ferais une clé de bras, mais un des deux. Je verrai sur le moment, mais je pense pas Ouais, que je le recroiserai. Ouais, freestyle, tu vois. exactement. Et est-ce que tu aurais un conseil à appliquer, mais le petit twist, c'est j'aime bien donner des conseils aux auditeurs, mais qui peuvent appliquer dès demain. Moi, mon conseil premier, ma doctrine, c'est déjà, c'est l'optimisme qui fait tout. De mon point de vue, c'est l'optimisme, c'est aussi un travail sur soi. C'est pas quelque chose qui est inné. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, mais même dans le perso, c'est ce qui débloque souvent beaucoup de situations. Ça veut pas dire se mettre des œillères et faire comme s'il y avait aucun problème, mais de rester optimiste. De mon Ouais. point de vue, rien que ça suffit à réussir. En tout cas, c'est ma vision. Et la deuxième chose, c'est presque de s'autoriser à être bête et de s'autoriser à être naïf. Et je trouve que ça, la société ne nous le permet pas et ne nous l'inculque pas. Et en fait, la réalité, de mon point de vue, c'est que sans avoir une forme de naïveté, sans s'autoriser à se dire, mais là, en fait, j'ai pas la réponse, donc je vais m'autoriser à être bête et je vais faire. Et tu poses la question, peut-être? De quoi? Ou poser la question? Ou poser la question. Et puis, c'est exactement poser la question, mais c'est même globalement se dire, j'ai pas toutes les réponses, mais il faut pas que ça m'empêche de faire. Donc, ok, bah là, je reste dans l'incertitude, je reste dans le fait de pas savoir, je reste dans le fait d'être, d'ignorer quelque chose, mais pour autant, je vais pas rester dans l'immobilisme. Donc, c'est un peu, voilà, je m'autorise à pas savoir et je fais quand même, quoi. Et on verra plus tard. Ok, Un peu inconscient, quoi. super conseil. Optimiste et autorisez-vous à être bête. C'est ça. On en a eu 2 pour le freedom, C'est c'est ça. cool. Tempérer un peu, faites gaffe, hein, parce que ça peut. Faites un effort quand même, merde. Voilà, c'est ça. Après, chacun le fait à sa manière. Hein. Faut pas. Après le podcast, tout le monde va couler. Ok, bah, franchement, trop cool. Merci pour tous ces partages. Je pense qu'on a beaucoup d'éléments. Ok. En tout cas, bah, nous, avec Damien, je parle pour Damien parce qu'il est derrière la caméra. Salut Damien. Mais on partage complètement cette vision de balade. Et du coup, on a vraiment envie de suivre ce projet tout au long. Donc, on a hâte de voir la suite dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et en tout cas, bah, ce qu'on recommande aux gens, c'est de suivre, de suivre déjà sur les réseaux, Ouais. sur LinkedIn notamment, de suivre balade.club. Et abonnez-vous en vrai. On l'a dit, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'engagement. Donc tous les Lyonnais, là, faut y C'est aller. ça. Venez, vous êtes les bienvenus. Et même si vous voulez juste passer nous voir, découvrir, boire un café, visiter un espace, ce sera avec plaisir aussi. Trop bien. Merci Johan. Merci à toi. C'était trop cool. Allez. Trop stylé. Super. Merci Johan. Ah oui. Merci Sacha. C'était trop bien.